Cher jury, cher public, le 13 novembre 2015, la France a connu le pire des attentats de son histoire. 7 terroristes ont semé la mort et la panique au sein de notre capitale, causant le décès d'une centaine de personnes. Suite à cela, lors d'un conseil des ministres exceptionnel tenu dans la nuit, l'état d'urgence est proclamé. Il s'agit là d'une loi du 3 avril 1955, issue des difficultés existantes à l'époque entre la France et l'Algérie, afin d'éviter un état de siège. Cette mesure exceptionnelle intervient en cas de péril imminent résultant d'une atteinte grave à l'ordre public ou d'une calamité publique. Elle permet ainsi de renforcer les pouvoirs des autorités civiles, de restreindre certaines libertés, publiques ou individuelles, des personnes soupçonnées d'être une menace pour notre sécurité publique. Traditionnellement, la durée initiale de l'état d'urgence est de 12 jours. Or, aujourd'hui, ce même état d'urgence a été prolongé durant 2 années, soit 61 fois sa durée initiale. Alors, au vu d'une telle durée, se pose alors la question quant à la restriction de la liberté d'expression dans le cadre de l'état d'urgence. Est-ce le prix à payer pour notre sécurité à tous? Mais avant de commencer à réfléchir sur la question, un petit tour de la situation actuelle s'impose. On retrouve la notion de liberté d'expression dans notre chère Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à son article 11, que je vous cite. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Ce dernier bout de phrase reste tout de même paradoxal, sauf à répondre à l'abus de cette liberté. Pourquoi dire qu'il y a un abus si l'on appelle cela la liberté d'expression? Le philosophe Michel Foucault appelait cela l'ironie de la liberté d'expression. Le tort causé constitue la seule limite légitime que l'on peut donner à la liberté d'expression, mais d'un autre côté, on demande aussi aux individus d'accepter certains torts provoqués par cette limite. Alors je vous pose la question, jusqu'où est autorisée cette liberté? La dénomination de la liberté d'expression est donc à revoir. Je pense qu'il vaudrait mieux appeler cela autorisation d'expression. Cependant, on préfère garder le terme de liberté, ça fait plus démocratique, ça rappelle nos origines révolutionnaires, mais surtout, ça évite qu'on ne se pose trop de questions, que l'on se demande si l'on est réellement libre de s'exprimer. On privilégie ainsi le politiquement correct face à une réelle liberté d'expression. Pour résumer cela, je reprendrai une citation d'Elisabeth Badinter, épouse de Robert Badinter, qui était garde des Sceaux, et elle, philosophe et grande féministe. Je cite: « Nos élites, politiques et journalistiques, sont obsédées par le moralisme, les mêmes qui viennent défiler pour la liberté d'expression. En quelque sorte, l'hypocrisie à son paroxysme. » Voyons maintenant les effets de cet état d'urgence quant à la liberté d'expression en proprement dit. 2 choses sont à noter à ce sujet. D'une part, la fermeture de sites internet faisant l'apologie du terrorisme ou incitant des actes terroristes, et d'autre part, le contrôle de la presse, de la radio, des projections cinématographiques ou des pièces de théâtre. Concernant le premier élément, le texte prévoit en effet que, je cite, « Le ministre de l'Intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l'interruption de tout service de communication au public en ligne en provoquant la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie. » Et tout cela sans un seul contrôle judiciaire, sans un seul contrôle de la part des juges. Face à une telle méthode, les magistrats, pardonnez-moi l'expression, mais sont en position latérale de sécurité. Comment voulez-vous avoir un semblant de protection pour les citoyens, pour la justice, au vu d'une telle pratique?
Une loi du 13 novembre 2014 avait déjà renforcé les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme et sanctionné par ailleurs les sites internet suspects. Mais à cette époque, le fournisseur d'accès internet avait 24 heures pour procéder au dit blocage, et de plus, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, venait contrôler le bon déroulement de la procédure. L'état d'urgence vient ici faire sauter les barrières qui avaient été mises en place. Plus aucun contrôle, tout dans l'instantané. La tentation de la dérive est grande, n'est-ce pas? On pourrait même imaginer un scénario dramatique où l'État en viendrait à censurer tout site allant à son encontre. Vous vous dites alors, mais c'est pas possible. Eh bien si, regardez la Chine. Facebook, Instagram et récemment WhatsApp ont été bloqués dans ce pays. Ne pouvant pas contrôler la diffusion des informations, le gouvernement chinois a donc décidé d'interdire l'utilisation de ces sites et ou applications. Le risque est donc bien réel. Pourquoi chez eux et pas chez nous? Rien n'est certain. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il est intéressant de faire un parallèle entre cette disposition et la réélection de Xi Jinping, leur président, qui peut désormais siéger au pouvoir à vie. À bon entendeur, bien évidemment. Concernant maintenant le contrôle de la presse, de la radio, je vous rassure tout de suite, cette disposition a été supprimée le 19 novembre 2015. Mais toutefois, il reste intéressant de se pencher sur la portée de cet article. Bien qu'elle ait été supprimée, cette mesure pourrait revenir un jour. Si la presse, qui pourtant s'est vue reconnaître une valeur constitutionnelle en 1984, quant à sa liberté et son rôle dans une démocratie, se voyait être bâillonnée par notre gouvernement, comment notre pays pourrait-il se maintenir dans un tel climat de suspicion? Comment déceler l'info de l'intox, le vrai du faux? Cette situation est malheureusement actuelle en Inde. Des journalistes persistent à signer des articles critiquant le régime politique. L'État indien a de ce fait remis au goût du jour, en 2014, une loi datant de 1870, c'est-à-dire imaginée par le pouvoir colonial, et qui punit toute activité, je cite, antinationale. Vous serez d'accord avec moi, cela est très vague. En quelque sorte, critiquer le gouvernement, son président, ou tout simplement dire que vous n'êtes pas d'accord avec eux, et tout cela vous assurera une réaction hostile de la part de la justice indienne. Les journalistes sont ainsi poussés à une forme d'autocensure. Autocensure qui est le premier pas vers une société de contrôle. La disparition de la liberté d'expression, messieurs, dames, c'est la chute de la démocratie. Que dis-je même? C'est la mort de la démocratie. Et au-delà de la liberté d'expression en elle-même, cet état d'urgence vient aussi bafouer bon nombre de libertés individuelles comme collectives. Publiques, pardon, excusez-moi. J'entends par liberté publique l'ensemble des droits reconnus aux individus en tant que tels, quel que soit leur pays, leur origine ethnique ou sociale, leur sexe ou même leur croyance politique ou religieuse. Par exemple, la liberté d'opinion et de conscience, le droit à la propriété. Et j'entends par liberté collective les droits que l'on peut exercer dans le cadre de la vie en société. Le droit de vote, la liberté de manifester, le droit de grève en grande partie, sujet relativement d'actualité. L'état d'urgence prévoit notamment que le préfet de département ou représentant de l'État au niveau local peut interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux aux heures choisies. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, pour l'ensemble du territoire, et le préfet, dans les départements, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, des débits de boissons et des lieux de réunion. Imaginez 5 minutes si ces mesures étaient prises un jeudi soir. Oui, mes chers camarades étudiants, je lis la peur dans vos yeux. Fini les soirées au Cordelier. Fini les soirées au hashtag.
Fini les éclats de rire de certains dans la rue, ou les hurlements bestiaux d'autres au clair de lune. Rigolez pas, c'est bon. Cette volonté de la part de l'État d'assurer notre sécurité est légitime. Ils veulent éviter de nouvelles effusions de sang. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Mais en faisant persister ce genre de pratique, nous pourrions vite tomber dans une forme de censure, l'impossibilité de faire des réunions, car celles-ci seraient considérées comme de nature à provoquer ou à entretenir le désordre, comme le fait actuellement le président Erdogan en Turquie face à ses opposants politiques. On arriverait ainsi à une vision totalitaire de l'État, un contrôle permanent des citoyens, de leur mode de vie, de leurs activités. J'ai perdu l'idée. On interdirait tout mouvement de contestation. Plus de manifestations, plus de grève de la SNCF. Faut en y repensant. Mais ce n'est pas ça la France, messieurs, dames. Nous, qui sommes vus comme les plus grands râleurs au monde, il faut en être fiers. Ce ne sont pas tous les États qui peuvent s'en prévaloir. Alors, limiter nos comportements? Peut-être. Mais nous interdire définitivement certaines choses? Non. Nos libertés individuelles comme publiques, que nous avons si durement acquises, comme nos ancêtres ont si durement acquises, ne peuvent faire l'objet d'une interdiction au motif que notre sécurité est menacée. Je veux vivre avec la possibilité d'aller où je veux, de dire ce que je veux, de faire ce que je veux. Il faut apprendre à vivre avec ce danger, messieurs, dames. Sinon, à quoi bon exister? Je ne veux pas être dicté par la peur que ces terroristes essayent d'instiguer dans notre France. Je veux que les gens s'expriment comme ils le souhaitent. Je veux continuer d'entendre ces hurlements de joie et de bonheur le jeudi soir. Je veux que mon pays continue à vivre et que son peuple reste maître de sa liberté d'expression et même plus généralement de ses libertés en général. Ne sommes-nous pas après tout le pays des droits de l'homme, ce titre que les autres États nous envient tant? Nous avons le droit, que dis-je même, le devoir de montrer l'exemple. Si nous nous enfonçons dans le silence, qui dans ce monde pourra encore croire que son État changera et lui autorisera un jour de s'exprimer? Alors messieurs, dames, je vous le demande, soyez râleurs, soyez français, soyez libres. Merci.